Un tribunal ordonne à un vétéran noir de l'armée de s'excuser. Sa réponse est un signal d'alarme nationale. La salle d'audience s'enfonça dans un silence pesant lorsque les lourdes portes à double battant s'ouvrirent en grinçant, laissant échapper un léger gémissement, tel l'avertissement d'une vieille blessure qui se rouvre. Tous les regards se tournèrent. Les journalistes se redressèrent sur leurs sièges, leurs doigts crispés sur leurs stylos et leurs téléphones. Les jurés se penchèrent subtilement en avant, et la poigne de l'huissier se crispa instinctivement sur sa matraque. Franchit le seuil. Un homme qui autrefois montait sur les podiums pour recevoir des médailles, qui autrefois guidait les soldats à travers le feu, avec une constance inébranlable, mais qui évoluait désormais sous les lumières vacillantes du plafond comme un fantôme de ce qu'il était autrefois. La silhouette d'Elijah Vaughn emplissait l'embrasure de la porte, grand et inflexible malgré les chaînes qui lui entravaient les poignets. Ses épaules étaient larges, mais affaissées sous le poids silencieux de la trahison. Il portait un uniforme militaire délavé, autrefois impeccable de fierté, désormais terni par le temps et les circonstances. Les boutons de cuivre avaient perdu leur éclat, les manches froissées par d'innombrables nuits agitées dans des cellules de détention trop froides pour être confortables. Ses bottes de combat, la même paire qu'il avait portée en Afghanistan, étaient éraflées et couvertes de vieilles saletés, chaque pas en avant laissant derrière lui une trace des batailles menées à l'étranger et dans un pays qui ne l'avait jamais vraiment accueilli. Le léger cliquetis des chaînes le suivait comme un cœur indésirable, chaque maillon lui rappelant cruellement que la justice passait souvent après la perception. Elijah ne broncha pas. Sa mâchoire était carrée, serrée, immobile. Son regard fixé droit devant lui, calme et pourtant perçant, celui d'un homme qui avait vu le pire de l'humanité dans des déserts étrangers pour rentrer chez lui et découvrir une guerre plus horrible, l'attendant en pleine lumière. Il ne prêta pas attention aux rangées d'yeux qui le suivaient. Les caméras intégrées dans la galerie clignotaient et cliquaient, mais Elijah ne scia pas. Des murmures s'échappaient des bancs comme de la fumée, rumeurs non confirmées, jugements à moitié faits, et pourtant il se déplaçait comme s'il n'y était pas sensible. La salle d'audience semblait plus froide à chacun de ses pas, non pas parce qu'il apportait une menace, mais parce qu'il apportait la vérité. Une vérité trop gênante pour être regardée en face par la plupart des personnes assises dans cette salle. Autrefois, la nation l'avait qualifié de héros. Autrefois, son nom avait été suivi de saluts et d'ovations debout. Elijah Vaughn, sergent de l'armée. Un homme qui avait sauvé ses camarades des décombres en flammes sous les tirs, qui avait protégé les civils lors d'embuscades, qui avait reçu la Bronze Star pour sa bravoure. Maintenant, il était considéré comme une menace, non pas parce qu'il avait changé, mais parce qu'il avait osé défendre son propre frère à un moment où personne d'autre ne l'aurait fait. 2 semaines plus tôt, tout s'était effondré. Elijah revenait tout juste d'une séance à l'hôpital des anciens combattants, les nerfs encore à vif après une conversation sur les traumatismes et la mémoire. Il avait essayé discrètement et avec persévérance de se reconstruire dans un pays qui offrait peu de grâce aux vétérans noirs. Puis l'appel est arrivé. La voix de Tyson était paniquée, ses mots étaient secs et tremblants. Quelque chose clochait. Elijah n'hésita pas. Il se rendit au centre communautaire du sud d'Atlanta, un lieu où les vétérans se réunissaient souvent pour partager leurs histoires, jouer aux échecs ou trouver un moment de calme dans le tumulte de leur vie. Ce qu'il découvrit à son arrivée le frappa plus profondément que n'importe quel engin explosif improvisé. Dans le hall principal éclairé au néon, un agent blanc de la sécurité intérieure, rouge d'ivresse, les yeux injectés de sang, tenait Tyson par étranglement contre le mur. L'homme n'était pas en uniforme. Il n'était pas de service. Son badge gisait sur une table pliante à proximité, oublié sous une pile de viennoiseries à moitié mangée, et un dépliant froissé de sensibilisation des vétérans. Tyson, à peine sorti du lycée, mince et nerveux, agrippait impuissant le bras de l'homme. Il n'avait eu ni raison, ni le temps de poser des questions.
Elijah avait agi à l'instinct, celui que les soldats acquièrent après trop d'années à observer le prix de l'hésitation. Il tira l'agent en arrière, le força à lâcher prise. Des mots furent échangés, âpres et amers. L'officier frappa le premier. Elijah, entraîné à neutraliser les menaces, ne frappa pas avec rage, mais avec maîtrise. Il désarma et maîtrisa l'homme sans laisser une seule trace, une réponse mesurée, née de la discipline et non de la malveillance. Mais 20 minutes plus tard, la police a investi le centre. Les témoins ont été interpellés. Les téléphones ont été saisis sous couvert de collecte de preuves. Les vidéos ont disparu. Les supplications frénétiques de Tyson ont été noyées dans le jargon procédural. Elijah n'a pas résisté à l'arrestation. Il est resté immobile, stupéfait, tandis que les menottes lui étaient passées dans le dos et que le récit commençait déjà à s'écrire. L'escalade a été d'une rapidité inquiétante. En quelques heures, l'histoire a fait la une des médias locaux avec un langage soigneusement choisi, un vétéran impliqué dans une altercation avec un agent fédéral. Les mots « agression » et « instabilité mentale » ont été glissés dans les gros titres comme du poison dans l'eau. En quelques jours, l'affaire a dépassé le stade local. L'affaire est passée au niveau fédéral. La libération sous caution a été refusée. L'accusation a constitué un dossier factice. Des séances de thérapie passées ont servi à le présenter comme instable, une expérience de combat transformée en responsabilité. Ils ont dressé le portrait d'un homme en train de s'effondrer, une bombe à retardement en uniforme. Rien de tout cela n'a touché à la vérité. Au tribunal, Elijah était assis, les mains jointes sur la table, les poignets toujours liés, même si personne n'osait le qualifier de risquant de s'enfuir. En face de lui était assis l'agent fédéral, désormais parfaitement propre, l'air suffisant, le sourire faible et venimeux. Son ego blessé se cachait derrière un vernis d'autosatisfaction. Il observait Elijah avec le détachement désinvolte d'un homme qui savait que le système plierait pour le protéger. Le système l'avait toujours fait. Tyson était là aussi, assis plusieurs rangées en arrière, les épaules voûtées, les yeux rougis. Il n'avait pas beaucoup dormi la semaine précédente, le traumatisme de l'incident se répétant dans son esprit comme une boucle sans issue. Il avait déposé plainte, s'était frayé un chemin à travers la bureaucratie et avait exigé des comptes. Mais la plainte avait disparu du dossier officiel moins de 48 heures plus tard. Aucune trace, aucune explication, simplement disparue. Et le juge Raymond Carlyle présidait à tout cela. Un homme dont le nom à lui seul provoquait des mouvements discrets dans la salle, comme si les murs eux-mêmes se préparaient à l'impact. Carlyle avait une réputation. Des années de magistrature l'avaient armé d'une confiance inébranlable, et ses liens avec Washington, D.C. étaient profonds, notamment avec le sénateur Briggs, un homme politique qui dissimulait son sentiment anti-noir sous des monologues patriotiques sur la loi et l'ordre. Briggs avait fait carrière en s'opposant aux minorités militantes et aux menaces intérieures, qui, selon lui, pesaient sur les personnes défavorisées. Pour Carlyle, Elijah n'était pas un soldat ayant servi son pays. Il était un titre de presse en devenir. L'avocat commis d'office d'Elijah, un homme nerveux aux cravates mal nouées et aux nombreux dossiers ouverts, se pencha et murmura avec un optimisme forcé que des excuses pourraient peut-être changer les choses. Peut-être que le tribunal ferait preuve de clémence si Elijah reconnaissait ses torts. S'excuser d'avoir défendu Tyson, s'excuser d'avoir été dans la mauvaise peau au mauvais moment. Elijah ne se tourna pas vers lui. Il ne sia pas. Son silence n'était pas de la défiance, c'était de la clarté, parce qu'Elijah le savait déjà. Ce n'était pas une question de preuves ou de loi, c'était une question de perception. Et la perception avait déjà rendu un verdict avant même que le marteau ne frappe. Il s'était tenu dans le feu de l'action, sous les balles sifflantes, confiant sa vie à l'homme à côté de lui, quelle que soit sa couleur ou ses croyances. Mais ici, dans une salle d'audience entourée de sols cirés et de drapeaux américains, il se tenait seul. Le silence s'installa à nouveau, plus pesant qu'avant. Ce n'était pas seulement le poids des accusations qui planait dans l'air,
C'était la prise de conscience accablante que l'uniforme qu'il portait, les sacrifices qu'il avait consentis, le sang qu'il avait versé, rien de tout cela n'était suffisant. Pas ici. Pas maintenant. Et lorsque le juge Carlyle leva enfin les yeux et demanda à la cour de lever l'audience, Elijah Vaughn s'exécuta, non pas par respect, mais parce qu'il refusait de se soumettre à un système conçu pour le briser. Pas encore. L'atmosphère de la salle d'audience s'était épaissie, pesante, comme un brouillard humide qui refusait de se dissiper. Un lourd fardeau pesait sur les jurés, la galerie, et même sur le sténographe dont les doigts ralentissaient légèrement à chaque heure qui passait. De l'extérieur, cela aurait pu ressembler à une procédure équitable. Robe, marteau, hochement de tête poli à l'ordre. Mais de l'intérieur, il était clair pour quiconque observait attentivement que ce procès n'avait jamais été une affaire de justice. L'affaire se déroulait dans un lent chaos. Chaque requête étant un écho sourd de la procédure régulière, chaque objection accordée ou rejetée selon un scénario que seuls les puissants semblaient connaître. Lorsqu'Elijah Vaughn prit place le deuxième matin de témoignage, il le sentit. Le rythme de la vérité avait été interrompu. L'architecture du tribunal, avec ses hauts plafonds et son chêne poli, ressemblait plus à une cage qu'à un sanctuaire. Les témoignages commencèrent avec une rigidité procédurale. L'accusation fit défiler ses témoins, tous des agents des forces de l'ordre qui accusaient Elijah d'avoir agi avec agressivité et hostilité. Un agent, tremblant d'impatience, décrivit Elijah comme instable et dérangé, évitant soigneusement toute mention de la prise d'étranglement ou de Tyson. La défense réussit à peine à contre-interroger le juge avant qu'il ne soit interrompu, invoquant des questions hors sujet. Elijah, assis, observait des fragments de sa réalité découpée, éditée et réassemblée en une caricature grotesque. L'Elijah dont il parlait n'était pas un homme, c'était une menace, un symbole, un dangereux vétéran noir qui avait dépassé les bornes. Un par un, les témoins qui avaient accepté de témoigner en sa faveur furent écartés. Un pasteur local, qui avait conseillé Tyson et vu les ecchymoses de ses propres yeux, fut rayé de la liste après avoir été jugé non-expert. Un colonel à la retraite, ancien commandant d'Elijah, avait préparé une lettre de soutien. Celle-ci fut rejetée comme un ouï-dire. Et puis il y avait le marine blanc, un certain Patrick Leland, arrivé du Colorado par avion pour témoigner qu'Elijah l'avait un jour traîné sous le feu ennemi après que ses deux jambes eurent été brisées par un engin explosif improvisé. Patrick s'est vu interdire l'accès au tribunal pour des raisons de sécurité. Personne n'a expliqué ses inquiétudes. Personne ne les a remises en question. Chaque dénégation ressemblait à un scalpel qui taillait la vérité. Même Tyson, visiblement secoué mais déterminé à parler, a été contre-interrogé avec une telle agressivité qu'il a failli s'effondrer à la barre. Le procureur a raconté une histoire de loyauté fraternelle excessive, celle d'un frère surprotecteur que son entraînement militaire avait conditionné à réagir par la violence. Ses paroles étaient douces, maîtrisées. Il n'a jamais élevé la voix. Mais son message était aussi tranchant que du verre. Elijah n'était pas un homme. C'était une arme. Et à leurs yeux, une arme qu'il fallait désarmer définitivement. En coulisses, la corruption était plus profonde que quiconque dans la galerie ne pouvait le voir. Le procureur général Reese Langford, dont le visage n'apparut jamais au tribunal, s'était impliqué depuis longtemps. Ses communications avec le ministère de la Justice n'étaient pas consignées dans les registres publics, mais la pression était indéniable. Des notes internes, divulguées ultérieurement par une source anonyme, révélaient que les responsables fédéraux s'inquiétaient de l'image qu'ils donnaient. L'expression « contenir le récit » revenait à plusieurs reprises. L'idée qu'un héros de guerre noire se retourne contre un agent fédéral menaçait la confiance du public. Pire encore, elle remettait en cause le mythe selon lequel les vétérans étaient universellement vénérés, quelle que soit leur couleur. La vérité d'Elijah devait être enterrée, ou à tout le moins encadrée. D'autres personnes tiraient également les ficelles. Le sénateur Briggs, le parrain politique de l'ascension du juge Carlyle, était parfaitement conscient des implications du procès.
Bien qu'il n'ait pas fait de commentaires publics, son influence transparaissait clairement dans la rigidité de la salle d'audience. Les décisions du juge reflétèrent les anciens discours du sénateur, sévérité envers la criminalité, respect envers les forces de l'ordre, rejet des accusations de racisme ou d'abus de pouvoir. Le sénateur avait bâti son héritage sur le patriotisme. Le refus d'Elijah de s'incliner a tout sapé. Pourtant, à l'extérieur du tribunal, quelque chose d'inattendu a commencé à se produire. Au début, ce n'était que quelques murmures. Une poignée d'anciens combattants locaux, noirs et blancs, ont commencé à publier sur des forums et des pages communautaires. Ils parlaient d'Elijah, non pas comme d'un soldat accusé, mais comme d'un frère dont ils se souvenaient. Un homme qui avait un jour renoncé à la moitié de sa permission pour aider à la reconstruction d'une ville frappée par un ouragan. Un homme qui n'avait jamais manqué un enterrement, aussi modeste fût-il. Un homme qui, malgré les cicatrices qu'il portait, rassurait les autres. Et peu à peu, leurs témoignages se sont multipliés. En une semaine, des dizaines d'autres se sont manifestés, des anciens combattants d'autres États, des familles de soldats qu'Elijah avait sauvés ou soutenus, des hommes qui n'avaient pas parlé publiquement depuis des années, ont commencé à partager leurs propres expériences de représailles, de ressources refusées lorsqu'ils s'étaient opposés aux abus systémiques. Ils se souvenaient d'Elijah, non pas pour ses actes héroïques au combat, mais pour ses moments de grâce paisible. Comment il avait un jour financé les funérailles de la mère d'un soldat, comment il était resté au téléphone toute la nuit avec un marine suicidaire jusqu'à l'arrivée des secours. Ils n'ont pas vu de menace. Ils ont vu une bouée de sauvetage, un protecteur. Un homme qui n'avait jamais cessé de servir. Et les médias, d'abord lents, soucieux de ne pas heurter le récit élaboré par l'État, ont fini par comprendre. Une petite diffusion en direct, diffusée par un groupe de défense dirigé par des vétérans, a gagné en popularité lorsqu'elle a commencé à couvrir le procès jour après jour. Ils ne se sont pas contentés de rapporter les débats, ils les ont expliqués. Ils ont dénoncé les incohérences, inviter des experts, repasser les images de l'accusation image par image. Et lorsqu'Elijah parlait, il l'écoutait. Le 6e jour du procès, juste avant la pause déjeuner, le juge Carlyle a fait une annonce qui a fait grand bruit dans la salle d'audience. Si Elijah était prêt à présenter des excuses publiques pour ses actes, s'il reconnaissait son manque de jugement et sa perturbation de l'autorité fédérale, le tribunal envisagerait de réduire la peine à la durée de sa peine, suivie d'une thérapie et d'une probation obligatoire. L'offre était présentée comme une grâce, une porte de sortie, une chance pour Elijah de réintégrer la société avec dignité. La presse se pencha en avant, plumes au poing. Le procureur avait l'air satisfait, certain que c'était le moment de capituler. Même l'avocat commis d'office d'Elijah, épuisé par des jours de combat contre les ombres, l'exhorta gentiment à considérer l'offre. Mais Elijah, resté assis si longtemps sans bouger, se leva de son siège comme une montagne se détachant de la pierre. Il marcha jusqu'au centre de la salle d'audience, libéré pour la première fois depuis le début du procès. Ses bottes frappèrent le sol avec la cadence d'un tambour funèbre. Il resta silencieux au début. Il resta planté là, laissant le silence devenir sa propre vérité. Puis, d'une voix forgée non pas par la rage, mais par une clarté inébranlable, il refusa. Il ne s'excuserait pas d'avoir empêché un homme d'étrangler son frère. Il ne renierait pas son instinct de protection. Si ce tribunal exigeait le silence face aux abus, alors il n'était pas différent d'un champ de bataille dirigé par des tyrans. Et si cela le rendait coupable, alors peut-être était-ce la loi elle-même qui devait être jugée. Il n'y eut ni acclamation, ni applaudissement. Juste un silence stupéfait, de ce genre qui brisait quelque chose d'ancien dans les murs. Et devant le palais de justice, le vétéran du streaming avait capté chaque seconde de ses paroles. Le flux vacilla un instant, puis se stabilisa. En moins d'une heure, la vidéo avait été coupée, partagée, republiée et débattue. Les gens ne débattaient pas de culpabilité ou d'innocence. Ils posaient une question plus profonde. Quel genre de pays fait taire la voix de ses défenseurs lorsqu'il dénonce l'injustice? Un signal d'alarme nationale avait retenti.
Et bien que la salle d'audience ait tenté d'avancer comme si de rien n'était, quelque chose avait basculé. L'histoire ne leur appartenait plus. Elijah Vaughn n'était plus seulement un accusé. Il était une étincelle dans une pièce pleine de petits bois secs. Et l'incendie ne faisait que commencer. 2 semaines avant qu'Elijah Vaughn ne comparaisse devant le tribunal, vêtu d'un uniforme militaire repassé et les poignets entravés, dans un bureau aveugle en sous-sol d'Arlington, en Virginie, un analyste junior du ministère de la Défense était confronté à une situation invraisemblable. Samuel Knox, 29 ans, discret et ignoré, passait le plus clair de son temps à éplucher pistes d'audit numérique, fils de discussions de courriels enfouis et métadonnées back-end au sein d'une unité d'examen interne rarement mise en œuvre. Mais cet après-midi-là, alors qu'il retraçait une série d'anomalies administratives liées à des dossiers de défense d'anciens combattants, il tomba sur une chaîne de communication signalée, profondément ancrée dans des archives oubliées. Ce qui semblait au départ être un oubli de routine se transforma rapidement en quelque chose de sinistre, une série de courriels confidentiels acheminés via des serveurs chiffrés du ministère de la Justice, marqués d'habilitation de haut niveau et d'une directive sans équivoque du bureau du sénateur Harold Briggs. L'objet du premier courriel était « Urgent, perturbation narrative parmi les retraités issus des minorités ». Le contenu était pire. Le chef de cabinet du sénateur Briggs avait transmis une liste de noms, 4 vétérans noirs, tous impliqués dans des affaires judiciaires actives ou en cours. Le nom d'Elijah Vaughn figurait en 3e position, souligné. La note d'accompagnement appelait à contenir et neutraliser les personnes jugées perturbatrices pour le recrutement militaire dans les communautés minoritaires. Knox sentit son estomac se serrer en parcourant la correspondance. Il ne s'agissait pas seulement de posture politique, mais de coordination. Des responsables du ministère de la Justice ont pesé sur les stratégies juridiques. Un juge fédéral a été mis en examen. Un message suggérait d'accélérer les procédures judiciaires pour Vaughn afin de réduire le risque médiatique. Un autre proposait de recourir à des ordonnances de mise sous scellé pour empêcher l'accès de la presse. Des expressions comme « contrôle de la salle d'audience » et « gestion de l'opinion publique » ont transformé l'écran de Knox en un objet radioactif. Il est resté là près d'1 heure, immobile, relisant les lignes, doutant de ses propres yeux, sachant pertinemment ce qui se passerait s'il remontait cette information. Mais Knox ne l'a pas signalé. Il ne l'a pas effacé non plus. Il l'a copié. Discrètement, prudemment, sur un disque dur crypté privé qu'il gardait caché dans la housse de son ordinateur portable. Ce soir-là, seul dans son modeste appartement à 2 stations de métro de Washington, D.C., il ouvrit le disque et relut tout sous le bourdonnement sourd d'une lumière vacillante de la cuisine. Puis, tel un homme poussant une pierre d'une falaise, il envoya le tout, fichier, métadonnées, chaîne complète, à un journaliste à qui il n'avait pas parlé depuis des années. Miguel Barnes connaissait bien Elijah Vaughn. Des années auparavant, il avait été intégré à son unité lors d'une intervention particulièrement violente dans la région de Kandahar. Il avait vu Elijah sortir des hommes d'une épave en feu. Il l'avait vu porter un traducteur blessé à travers un champ de mines. Miguel lui devait plus que des histoires. Et lorsque les fichiers arrivèrent dans sa boîte de réception, il n'hésita pas. Il vérifia, recoupa les informations, éplucha les journaux du serveur et les horodatages. Il a passé 1 semaine à élaborer un exposé infaillible, consultant des conseillers juridiques et des experts en cybersécurité, recueillant des confirmations discrètes d'anciens employés du département de la Défense qui ne parlaient qu'à voix basse sur des téléphones jetables. Chaque fil conducteur qu'il a exploité a révélé un nouveau fil conducteur, des juges liés à des donateurs politiques, des procureurs poussés dans des affaires qu'ils n'avaient pas engagées, une action coordonnée qui a atteint le cœur du système judiciaire et l'a instrumentalisé contre ceux qui avaient autrefois risqué leur vie pour le défendre. Miguel n'a pas présenté l'histoire aux grands médias. Pas au début. Il savait qu'il n'y toucherait pas avant qu'elle ne prenne une tournure explosive. Il l'a plutôt publiée sur sa plateforme indépendante.
un site d'information modeste mais respecté sur les droits des anciens combattants qui publiait des articles d'investigation et des tribunes libres de militaires privés de leurs droits. L'article a été publié à 18 heures précises, le soir même où Elijah a témoigné pour sa propre défense, un moment déjà chargé de tension publique et de gravité émotionnelle. Le titre était impossible à ignorer. Corruption en uniforme. Comment les politiciens et les juges ont orchestré la réduction au silence des anciens combattants noirs. En quelques heures, il a explosé. Sur les réseaux sociaux, des groupes d'anciens combattants ont republié l'article jusqu'à ce que les serveurs soient saturés. Des militants des droits civiques ont exigé une surveillance du Congrès. Des hashtags portant le nom d'Elijah ont commencé à se répandre dans tout le pays. Des généraux à la retraite ont réclamé des déclarations. Au matin, les médias grand public ne pouvaient plus l'ignorer. CNN a diffusé un reportage tard dans la nuit avec un ancien fonctionnaire du ministère de la Justice esquivant nerveusement les questions. MSNBC a interviewé Miguel Barnes en direct depuis son studio, dont les murs étaient couverts de documents imprimés et de schémas. Même Fox News, prudemment sceptique, a diffusé un bref extrait reconnaissant de « graves allégations de fautes judiciaires ». Pendant ce temps, le sénateur Briggs a démenti catégoriquement par l'intermédiaire d'un porte-parole, qualifiant le rapport de théorie du complot et de insulte aux institutions de notre nation. Mais à huis clos, le personnel s'est démené. La gestion des dégâts battait son plein. Au palais de justice, où le procès d'Elijah était devenu une poudrière politique, l'ambiance a changé. Les manifestants se sont rassemblés en nombre croissant, leurs chants résonnant entre les colonnes de pierre et les marches de marbre. Ils brandissaient des pancartes faites main. Justice pour Elijah. Arrêtez de réduire au silence les vétérans. Dénoncer la corruption. Certains arrivaient en fauteuil roulant, d'autres avec des prothèses, mais tous arboraient des rubans militaires épinglés à leurs vestes. Un nombre croissant d'entre eux arboraient le nom d'Elijah brodé sur des brassards. Puis vinrent les uniformes. Des dizaines d'anciens soldats, noirs, métis et blancs, se présentèrent en vestes repassées et médailles. Ils se tenaient côte à côte avec les civils, leur silence plus assourdissant que n'importe quel chant. Le palais de justice devint une scène, non pas pour la justice, mais pour la résistance. À l'intérieur, cependant, le système ne fléchit pas. Le juge Halvorsen, dont le nom figurait dans le rapport de Miguel, refusa de prendre acte du tollé général croissant. Il rejeta la requête en annulation du procès déposé par la défense d'Elijah. Il refusa de commenter les courriels divulgués au tribunal. Au lieu de cela, avec un calme glacial, il fixa l'audience de détermination de la peine au lundi suivant. L'accusation ne parla presque pas. Sa confiance désormais évanouie. Elijah était assis, immobile, à la table de la défense, le visage impénétrable. La salle était bondée, mais le silence était si glacial. Son avocat jeta un coup d'œil vers la galerie, où se tenaient des vétérans en uniforme, casquette à la main, les yeux rivés sur Elijah comme s'ils étaient en formation. Samuel Knox, toujours anonyme, observait la scène depuis son appartement. Il n'était pas sorti depuis que l'affaire avait éclaté. Il avait déjà reçu 2 courriels vagues d'un supérieur, lui demandant « Des éclaircissements sur votre charge de travail actuelle ». Il ne répondit pas. La sonnette n'avait pas cessé de sonner depuis 3 jours, mais il ne se leva pas. Il était assis dans le noir, la seule lumière provenant de l'écran de son ordinateur portable. Et pourtant, quelque part dans ce silence étouffant, une lueur proche de la paix s'insinuait. Il avait fait ce qu'il fallait, et maintenant, le monde le savait. Miguel, quant à lui, était submergé de demandes d'interview et de menaces, à parts égales. Sa boîte mail débordait d'éloges et d'avertissements. Il continuait à travailler. Il commença à rédiger un article complémentaire axé sur les 3 autres vétérans cités dans la chaîne de courriels. L'un avait été accusé de désertion, une accusation abandonnée par la suite sans explication. Un autre avait disparu dans un établissement psychiatrique du FAA après un contrôle routier qui avait mal tourné.
Le troisième attendait toujours son procès, son équipe juridique prenant à peine conscience de l'ampleur de l'ingérence. La voix de Miguel était devenue un point de ralliement, mais l'histoire dépassait Elijah. Elle était systémique, générationnelle, et maintenant, elle avait de la lumière. La condamnation d'Elijah se profilait à l'horizon. Le lundi matin se profilait à l'horizon comme un nuage d'orage, lourd de conséquences. Personne ne savait ce que le juge allait faire, mais le tribunal n'avait plus l'impression d'être isolé. Dehors, des tentes bordaient la pelouse du palais de justice. Des vétérans cuisinaient sur de petits barbecues. Des étudiants distribuaient des bouteilles d'eau et des tracts. Des camionnettes de presse stationnaient le long du trottoir, comme une barricade. À l'intérieur de ces tentes, des conversations se déroulaient sur la politique, l'histoire, la douleur, sur ce que signifiait servir un pays qui parfois ne vous rendait pas service. L'élan, autrefois un murmure, était devenu un battement de tambour. Le peuple observait maintenant, non seulement avec les yeux, mais aussi avec la mémoire. Il se souvenait de la force tranquille d'Elijah Vaughn à la barre. Il se souvenait de l'article, des noms, des détails. Il se souvenait des visages des vétérans qui avaient défilé. Et il se souvenait de l'effet qu'une machine avait eu lorsqu'elle avait tenté d'écraser un homme qui refusait de céder. Le procès n'était pas terminé. Le combat n'était pas terminé. Mais quelque chose de fondamental avait changé. L'histoire d'Elijah, autrefois enfouie sous les lourdeurs administratives et les dossiers scellés, était désormais gravée dans la conscience publique. Le système avait été exposé. Et si le juge tenait toujours le marteau, le peuple tenait désormais le récit, et il ne lâcherait pas prise. Le lundi matin est venu comme le tonnerre, secouant les os d'une ville déjà sous le poids de sa conscience. Bien avant l'ouverture des portes du tribunal, les rues grouillèrent de corps. Des vétérans en vestes de camouflage usées, des étudiants brandissant des pancartes en carton, des membres du clergé en longs manteaux joignant les mains en prière silencieuse. Ils arrivaient avec leur voix et leurs drapeaux, leurs chants résonnant sur les immeubles de verre et se déversant dans chaque ruelle comme de la fumée. Des hélicoptères tournoyaient au-dessus de nos têtes, leurs pales fendant l'air matinal immobile, tandis que des véhicules blindés formaient une barricade silencieuse le long du périmètre du tribunal. Les policiers se tenaient en rang, l'expression indéchiffrable derrière leur visière, mais même eux ne pouvaient ignorer la tension qui régnait dans l'atmosphère. Ce n'était plus une manifestation, c'était une question de compte. À l'intérieur, l'air était plus raréfié, plus froid. La salle d'audience, autrefois un lieu où Elijah Vaughn s'était tenu seul, était désormais une véritable chambre de correction. Chaque siège était occupé, chaque mur tapissé d'équipes de presse et d'observateurs gouvernementaux. Même d'anciens généraux, autrefois silencieux sur l'affaire, avaient recommencé à publier des déclarations exigeant des comptes. Un à un, les dominos tombaient, et leur effondrement se ressentait à chaque pas prudent, à chaque échange chuchoté à huis clos. La Maison-Blanche, fléchissant sous l'indignation publique et la pression croissante des groupes de défense des droits civiques, publia une déclaration soigneusement formulée juste avant le lever du soleil. Elle promettait de réexaminer l'intégrité du processus judiciaire et de garantir à chaque vétéran américain la dignité qu'il mérite. Mais la dignité était un mot qui avait depuis longtemps déserté ses couloirs. Le juge Carlyle entra par la porte latérale, flanqué de 2 marshals. Sa robe noire, autrefois symbole de finalité, pesait désormais sur lui comme un poids qu'il ne pouvait plus porter. Sa main tremblait tandis qu'il ajustait ses lunettes, ses yeux scrutant la salle d'audience bondée avec une faible lueur d'effroi. Il essaya de garder son sang-froid, mais le sol avait dérapé sous ses pieds et chacun le savait. Ce n'était plus la même salle qu'il régnait avec une autorité tranquille quelques jours plus tôt. Elle s'était transformée en une pièce brute et implacable, un creuset où les mensonges ne survivraient pas à la chaleur. Elijah se releva, la posture droite, le regard fixé vers l'avant. Les bleus sur son visage s'étaient estompés, mais les cicatrices de la trahison étaient plus profondes, gravées dans les rides autour de sa bouche, dans la façon dont sa mâchoire se serrait lorsque le silence s'installait. Cette fois,
Cependant, il n'était pas le seul accusé à attendre sa sentence. Tyson se tenait à ses côtés, les bras croisés, les épaules carrées, gardien silencieux à l'échine d'acier. À côté d'eux, une nouvelle silhouette s'approcha du banc. Miguel Barnes, le journaliste qui avait déclenché une tempête nationale. Cité comme témoin, Miguel portait avec lui un dossier relié en cuir. À l'intérieur se trouvaient les courriels imprimés, la chaîne reliant des points que le gouvernement n'avait jamais voulu voir. Il les déposa sur la table des preuves avec un soin délibéré, comme s'il déposait quelque chose de sacré. Carl baissa les yeux sur eux, puis détourna le regard, comme si l'encre risquait de lui tacher les mains. Carlyle demanda une suspension d'audience, puis une autre. Sa voix avait perdu son contrôle, vacillant à chaque demande. Il n'y avait plus de contrôle sur le récit. Le virus avait échappé au confinement. Lorsqu'il revint pour la dernière audience de la journée, la température dans la salle avait chuté de plusieurs degrés, comme si les murs eux-mêmes se préparaient à s'effondrer. Et c'est bien ce qui s'est passé. Peu avant 16 heures, un comité d'éthique fédéral a émis un avis d'examen d'urgence. Carlyle fut escorté hors du tribunal par des agents, sa robe toujours drapée sur une épaule, l'expression mi-défi, mi-incrédule. La salle d'audience, stupéfaite, assista à l'annulation en temps réel de l'un des siens. À la tombée de la nuit, les accusations contre Elijah Vaughn furent totalement abandonnées. Non pas pour manque de preuves, mais pour faute flagrante du procureur, ingérence systémique et déni de procédure régulière. C'était la première fois en 20 ans qu'un tribunal fédéral présentait des excuses publiques à un accusé militaire. La déclaration fut brève, mais elle résonna comme une cloche dans tout le pays. Nous avons failli à notre devoir de justice. Nous reconnaissons les dégâts causés. Nous allons commencer à réparer. Mais Elijah ne célébra pas. Dehors, une tempête de caméras, de micros et de journalistes hurlants l'attendait. Il se joignit à eux, le visage indéchiffrable, les épaules hautes. Les chants avaient changé. Certains acclamaient, d'autres pleuraient. Des vétérans saluaient. Des mères serraient leurs enfants plus fort. Et pourtant, Elijah ne leva pas les bras en signe de triomphe. Il ne sourit pas aux gros titres. Au lieu de cela, il s'arrêta en haut des marches du palais de justice, entouré par le bruit, puis parla dans le silence entre les flashs et les questions. Non pas une déclaration de victoire, mais un rappel de la vérité. Ce n'était pas la justice, c'était la survie, et la survie ne devrait jamais être la seule option. Il se détourna des micros et descendit lentement les escaliers, chaque pas résonnant dans une nation forcée de reconsidérer son image. Dans les jours qui suivirent, les politiciens se précipitèrent pour se mettre à l'abri. L'enquête se déroula. D'autres noms, issus de cette chaîne de courriels enfouis, refirent surface, chacun tirant un fil du tissu serré de l'impunité. Pourtant, Elijah resta silencieux. Il n'avait pas besoin de crier. Il avait déjà prononcé les seuls mots qui comptaient, et tandis qu'il disparaissait dans la foule, non pas en homme libre, mais en homme ayant révélé le prix du silence, l'Amérique cligna des yeux. Pour la première fois depuis longtemps, elle cligna des yeux.